Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur AirPod, le podcast de la Société française d'anesthésie et réanimation. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cet épisode de la série Réanimation, une série à la rencontre des experts de la Société française d'anesthésie et réanimation. Et nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir le professeur Sébastien Beaune qui va nous parler des nouvelles drogues de synthèse. Est-ce que dans un premier temps, vous pouvez nous dire quelles sont les nouvelles drogues de synthèse ? Oui, bonjour. Merci pour cette invitation. Donc, quand on parle de nouvelles drogues de synthèse, on a déjà plusieurs termes qui sont abusifs parce que ces drogues ne sont pas nouvelles, en tout cas pour la plupart. C'est des drogues qui sont des dérivés de drogues existantes depuis très très longtemps. La première, en tout cas la première qu'on peut référencer sur ce modèle-là, c'est le LSD, donc qui date des années 20-30, qui est en fait un dérivé synthétique d'une molécule naturelle qui était la psilocybine et qui a été synthétisée par Albert Hofmann. Et donc en fait, ces nouvelles drogues de synthèse, c'est toute une famille de drogues qui existent depuis extrêmement longtemps, mais dont l'utilisation a été soit détournée de leur usage médicamenteux initial, soit c'est des drogues qu'on pourrait dire quasiment reconditionnées par des chimistes pour répondre à une demande, soit en termes d'effet, soit en termes de modification de prise et modification du souhait de prise, c'est-à-dire des effets spécifiques pendant une durée spécifique avec un délai donné. Globalement, la première, je dirais, de ces drogues de synthèse qui est apparue dans les années 90, c'était la MDMA, l'ecstasy, pour répondre à une demande qui était celle des consommateurs de l'époque, qui était d'avoir une drogue pour faire la fête. Et donc, ces nouvelles drogues de synthèse répondent un peu à cette définition. Elles ont plein de noms différents. On a fait des NPS, les nouvelles substances psychoactives. Donc, NPS, c'était en anglais. Drogues de synthèse, les legalize, enfin, les designer drugs, qui étaient leur nom initial. Et donc, qui sont vraiment des drogues, produits chimiques, souvent dérivés de produits chimiques antérieurs, type les amphétamines, ou des dérivés de plantes. Alors on n'a pas encore de cocaïne dite de synthèse, mais on a ce qu'on appelle les catinones, qui sont un dérivé synthétique du cat, qui est une plante africaine dont je vous reparlerai. Et donc c'est tout ce groupe de drogues. Et puis dans les drogues qu'on connaît tous, il y a un certain nombre de dérivés opioïdes, le fentanyl par exemple. On rentre aujourd'hui dans cette catégorie, probablement du fait de la crise des opioïdes aux États-Unis, qu'on connaît que très peu en France aujourd'hui, mais finalement ce dérivé est quasiment devenu dans la famille des opioïdes de synthèse, des nouvelles drogues de synthèse. D'accord. Et donc, est-ce que vous pouvez nous préciser parmi ces nouveaux produits, quels sont celles et ceux qui sont présents en France ? En France, je dirais qu'on peut les classer sous trois familles banalisées maintenant et qu'on trouve de façon extrêmement fréquente. La première, je dirais, c'est les cannabinoïdes de synthèse. Les cannabinoïdes de synthèse, c'est un exemple marketing phénoménal de ce que font en fait ces chimistes. Les cannabinoïdes de synthèse, c'est du THC, en tout cas du cannabis extrêmement puissant. Pour vous donner une idée, ce qu'on appelle le C50, donc l'effet, la concentration qu'on a pour avoir un effet dit à 50% du maximal. Si vous prenez une molécule de THC et qu'on fixe une norme à 1, aujourd'hui, ces cannabis de synthèse, ça va être 100, voire 1000. Donc une puissance qui est bien supérieure pour répondre à une demande des consommateurs qui est plus importante. Donc on a les cannabinoïdes de synthèse, et dans les cannabinoïdes de synthèse, il y a quelque chose qui est assez particulier, c'est que ces drogues de synthèse, pour l'immense majorité, se présentent sous forme de poudre. Mais en fait, pour répondre à cette demande, c'est-à-dire que de coller au plus près des consommateurs, les consommateurs de cannabis le prennent en inhalation, en le fumant, et donc ils ont transformé cette poudre mélangée avec des herbes qui n'ont aucune propriété psychoactive pour en faire en fait un cannabis-like qu'on va fumer comme les gens fument un pétard, alors que même la forme au départ est une poudre. Donc il y a un aspect marketing très, très important, donc les cannabinoïdes de synthèse, et pour aller encore un peu plus loin, la population touchée, évidemment, c'est beaucoup les jeunes fumant de moins en moins. Et bien aujourd'hui, les cannabinoïdes de synthèse, en fait, se présentent sous forme de e-liquide pour les e-cigarettes. Donc, on vapote le cannabinoïde de synthèse. Il y en a une forme qui est assez connue, qu'on appelle le Buddha Blue, et que les jeunes appellent le PTC pour pète ton crâne, qui veut assez bien donner l'effet que ça peut avoir. Donc ça, je dirais, c'est une des premières familles qu'on a, qui est compliqué à connaître, mais en tout cas qui est, si on s'en tient aux saisies douanières, probablement une des plus fortes
drogues de synthèse en France. La deuxième, c'est une famille qui est un peu différente, c'est ce qu'on appelle les catinones dont je vous parlais. Les catinones, donc c'est une molécule chimique qui est dérivée du cat. Le cat étant, on l'appelle la coca de la corne est de l'Afrique. C'est une plante qu'on trouve essentiellement en Afrique, très psychostimulante, qui a été utilisée ancestralement, on va dire, par les gens de Kenya, Éthiopie, pour avoir cet aspect psychostimulant. Et bien en fait, on l'a synthétisé en une molécule chimique qu'on appelle les catinones. Il y en a plein de formes. Celle qui a été très à la mode, dont on a beaucoup parlé pendant tout un temps et qui est encore, selon ses dérivés, celle qui est le plus présente, c'est la 3-MMC, qui est une drogue qui est à la fois psychostimulante, qui a un effet, je dirais, qui est l'effet psychostimulant de la cocaïne a l'effet empathogène du MDMA, donc qui est évidemment assez apprécié pour faire la fête. Et c'était une drogue initialement du chemsex, qui est donc ces pratiques sexuelles sous emprise de produits chimiques, plus de performance bien évidemment et d'augmentation de la libido et aphrodisiaque. La 3-MMC n'existe quasiment plus, on n'en produit plus. En fait, non, sa petite sœur, la 2-MMC, même si on parle encore de la 3-MMC, aujourd'hui en France, ce qu'on a, c'est la 2-MMC, on ne trouve plus de 3-MMC. Donc ça, c'est la deuxième grande famille. La troisième grande famille qu'on trouve à l'heure actuelle, c'est le GHB, le GBL, des drogues qu'on connaît bien, qu'on a appelé beaucoup la drogue du violeur, mais initialement, en fait, et la consommation majeure de ces drogues, c'est pas du tout dans un but de soumission chimique, c'est dans un but festif, également de chemsex beaucoup, parce que en fait, sur des doses bien inférieures à celles utilisées pour la soumission chimique, c'est des drogues qui sont à la fois aphrodisiaques, empathogènes, qui peuvent avoir des effets hallucinatoires, un effet de relaxation, alors avec bien évidemment une toxicité parallèle, mais en tout cas c'est dans ces optiques-là qu'elles sont recherchées. Et donc je dirais qu'aujourd'hui, c'est probablement les 3 familles de drogues les plus consommées en France. Et puis il y a les petites nouvelles dont on ne sait pas encore l'impact qu'elles vont avoir. Une des nouveauté qui est en train d'arriver, c'est ce qu'on appelle la pink cocaïne. C'est joli, c'est rose, ça a un nom de la cocaïne, mais il n'y a pas du tout de cocaïne dedans, c'est une drogue purement de synthèse. Quelque chose qui est un peu compliqué parce qu'on s'est aperçu que la pink cocaïne en France, par exemple, c'est un mélange en fait de plusieurs drogues de synthèse et pas une drogue de synthèse, alors qu'initialement c'est apparu en Colombie et c'est ce qu'on appelle du 2CB, qui est une drogue qui existe depuis les années 70, pas du tout nouvelle, qui a un effet, je dirais que si on veut comparer, ça serait un mélange de mescaline, donc un puissant hallucinogène avec de la cocaïne, et pourtant il n'y a pas une molécule de cocaïne à l'intérieur, même si ça s'appelle la pink cocaïne. L'avantage que ça a pour les gens qui la vendent, c'est que c'est rose, joli, ça marche très vite, c'est un mélange de plusieurs produits, et le prix de vente est bien évidemment beaucoup plus cher que le prix des produits pris indépendamment, donc c'est extrêmement rentable. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut encore préciser les toxidromes et les différentes toxicités ? Alors, c'est là que les choses se compliquent un peu. Si on prend les molécules de façon chimique pure, on peut avoir des toxidromes assez clairs. Le MDMA, un toxidrome qui est extrêmement sérotoninergique. Les catinones ont un toxidrome qui va être, comme je vous disais, c'est un mélange chimique, même si c'est pas la molécule, mais un peu avec un effet de la cocaïne et un effet du MDMA. Donc vous aurez un toxidrome qui sera un peu mixte, à la fois sérotoninergique et adrénergique. Et puis plus vous allez vers des molécules amphétaminiques, plus le toxidrome sera adrénergique pur. Et puis vous avez d'autres molécules, les catinones par exemple, donc je vous ai dit c'était un mix, le GHB, un toxidrome complètement différent, qui sera un toxidrome proche finalement du GHB qu'on va utiliser de façon médicamenteuse, avec des troubles de conscience, avec des amnésies extrêmement profondes, extrêmement puissantes, relativement courtes, une hypertension artérielle, des choses comme ça. Et puis sur la pink cocaïne, c'est un peu le représentant des drogues de synthèse. En France, c'est un mélange de plusieurs drogues, et donc vous aurez un toxidrome qui sera extrêmement impur, qui sera en fait le toxidrome de chacun des produits. Par exemple, c'est des patients qu'on voit très souvent avec une hypertension artérielle, une tachycardie, des troubles de conscience assez profonds et un myosis serré, qui sont souvent en fait eupnoïques. Et donc on voit très bien ce toxidrome, en fait c'est un toxidrome parce que c'est des produits où les produits de coupe sont souvent du fentanyl, donc vous aurez quelque chose qui ressemble à un toxidrome opioïde avec ce coma, ce myosis, mais sans la bradypnée, parce que vous aurez en contrepartie un toxidrome qui est adrénergique où la fréquence respiratoire augmente et donc ces patients sont eupnoïques parce que vous mélangez de la bradypnée avec de la tachypnée. Très bien. Et donc, comment prendre en charge ces nouvelles intoxications ? En fait, il n'y a pas d'antidote. Alors, à part pour les opioïdes, encore une fois,
Je dirais qu'en France, c'est pas le souci des opioïdes aujourd'hui. Faut juste savoir que pour les opioïdes qu'on voit, qui sont des opioïdes de synthèse, vous avez telle concentration qu'on utilise des naloxones, j'allais dire à des doses quasiment déraisonnables. On n'est plus à titration d'une ampoule de naloxone, on met 10 ampoules de naloxone dans 500 cc de G5 et on ouvre la molette et on regarde ce qui se passe. On est quasiment là. Pour les autres, en fait, c'est très symptomatique. Il n'y a pas d'antidote qui existe, donc on traite vraiment de façon symptomatique. La seule chose sur laquelle on a une piste, c'est un vieux médicament qu'on peut utiliser qui est la cyproheptadine. Le problème, c'est que les plus jeunes ne connaissent pas ça. C'est un antihistaminique qu'on utilise dans un but digestif, de protection gastrique notamment, qui n'existe que par voie orale et qui a montré en tout cas des effets notamment chez l'animal pour la protection dans le syndrome sérotoninergique, donc induit par un certain nombre de ces molécules, de l'hyperthermie, qui est le grand souci en fait de syndrome de toxicité sérotoninergique, c'est vraiment l'hyperthermie qui va entraîner la déshydratation, une rhabdomyolyse, un sens rénal et ainsi de suite. Et donc il y aurait un effet protecteur de la cyproheptadine qu'on peut utiliser, mais sinon on est vraiment sur le traitement purement symptomatique. Très bien, merci beaucoup pour cet exposé extrêmement intéressant sur les nouvelles intoxications. Merci beaucoup et à très bientôt.